Yuji est un mauvais protagoniste. C'est le personnage le moins développé de sa série. Il a même pas de power-up, le naze. Il évolue pas assez. Même pas de super rayon noir de la mort ou de transfo. Gojo c'est le meilleur de toute façon. Boruto le broie tous les jours. Voilà un petit condensé des remarques que l'on peut entendre à l'encontre du héros du meilleur manga New Gen ces temps-ci. Mais pourquoi toutes ces remarques ô combien cruelles? Sont-elles vraiment fondées ou n'est-ce là que de la pure calomnie pour défaire les arguments d'une œuvre qui éclipse ses concurrents? Dans le genre shonen des mangas de type Neketsu, plus particulièrement, qui regorge de codes et conventions bien définis, l'attente du public repose en effet fortement sur l'évolution dynamique du protagoniste principal. Ces récits, souvent captivants, mettent l'accent sur des héros jeunes et résilients, souvent confrontés à des défis monumentaux. Le public s'attend à ce que ces personnages, initialement présentés comme ordinaires ou vulnérables, traversent des transformations remarquables, acquérant des compétences, des pouvoirs ou une force accrue. Bref, qu'ils deviennent badass avec le temps en somme. Le but d'un héros, c'est de devenir le meilleur, a priori. Sinon, à quoi bon? Cette évolution, un élément narratif fondamental, est essentielle pour répondre aux attentes des lecteurs friands de voir les personnages surmonter les obstacles grâce à leur croissance personnelle et de beauté des culs par la suite. Mais attention, ces changements ne se limitent pas à la puissance physique, ils englobent également le développement moral et émotionnel, reflétant la maturité croissante et la compréhension du monde qui les entoure. Dans un genre aussi codifié que le Neketsu, la montée en puissance des protagonistes est donc un vecteur clé de l'intrigue, qui stimule l'intérêt et l'investissement émotionnel des lecteurs. On peut le voir grandir et spammer des Getsuga Tencho comme on spamme le bouton X dans une QTE. C'est un fait. Nous avons été habitués à des personnages presque stéréotypés qui progressaient énormément en termes de combat et de technique. Naruto par exemple apprend le Rasengan, une technique avancée de concentration de chakra qu'il perfectionne progressivement tout au long de la série. Plus tard, il débloque également de puissantes techniques liées au mode Sennin, et plus tard encore le mode Kurama, qui lui confère une force et des capacités surhumaines. Car oui, si le chakra de Kurama est une malédiction au début, il devient rapidement une bénédiction. De ce fait, Naruto a dû être nerfé dans Boruto. Luffy développe lui aussi une série de techniques non seulement liées à son fruit, mais également les gears, innovants pour accroître sa force et sa vitesse. Au point où il développera même le Koyote no Mi, une transformation toonesque qui le rend si cheaté qu'on se demande aujourd'hui comment il pourrait perdre un combat. Ichigo dans Bleach est l'exemple type du perso connu pour sa croissance exceptionnellement rapide. Il passe d'un adolescent ordinaire à un puissant Shinigami, maîtrisant le Bankai et d'autres techniques avancées en un temps record, si bien qu'il dépasse des personnages qui sont là depuis plus de 100 ans. Tout ça parce qu'il possède un amalgame de nature juste incroyable. Enfin, un perso comme Asta, qui ne possède pas d'anti-magie et est censé partir avec un handicap, gagne finalement le pouvoir de l'anti-magie. Ce qui, au final, le rend plus pété que tout le cast réuni. C'est comme si vous étiez incapable de tenir une épée dans un monde fantasy, mais qu'on vous donnait une sulfateuse à la place. Au final, c'est pas plus mal. Ainsi, le protagoniste de Jujutsu Kaisen, qui signifie littéralement Gege Tintare en swahili, fait souvent face à des critiques suggérant qu'il est éclipsé par des personnages secondaires, en particulier par un certain Satoru Gojo. Vous avez déjà entendu ce blase, je crois, non? Ce serait un pléonasme que de le qualifier de personnage extrêmement populaire. Avec son charisme sans égal, ses compétences exceptionnelles et son importance dans l'intrigue, Gojo attire souvent l'attention des fans, au détriment de Yuji, qui est souvent tenu de rester au second plan. Cette perception peut s'expliquer par la tendance des shonen à développer des personnages secondaires charismatiques, qui peuvent parfois surpasser le protagoniste en termes d'intérêt ou de dynamisme. Cette dynamique soulève des questions sur l'équilibre entre le développement du personnage principal et celui des figures secondaires, un équilibre qu'il est très difficile de mettre en place. Pour reprendre l'exemple de Gojo, qu'est-ce qui plaît tant dans sa construction? Déjà, il est présenté comme l'exorciste de son époque le plus puissant, suscitant l'admiration pour ses capacités de combat impressionnantes et ses techniques uniques. 80% des fans l'aiment pour cette raison, c'est évident. Ce serait mentir que de dire l'inverse. Et c'est pas un mal, la puissance a toujours attiré le grand public. Broly dans Dragon Ball, osez me dire que c'est pour sa complexité morale. Yujiro dans Baki, osez me dire que c'est pour sa relation avec Baki. Saitama dans One Punch Man, c'est sûrement pas pour son crâne chauve. Mais prétendre que Gojo n'a que ses qualités serait mensonger. Son attitude confiante, son humour et son style décontracté le rendent aussi charismatique qu'attachant. Son design visuel distinctif, notamment ses yeux bandés, ses yeux d'un bleu sublime et sa tignasse blanche, ajoute à son mystère et son attrait. Qui sait dans combien de yaoi il a déjà été représenté. Aussi, en tant que mentor de la team principale, Gojo joue un rôle crucial dans leur développement.
gagnant le respect des fans pour son approche de l'enseignement et son dévouement envers ses élèves. Et enfin, Gojo n'est pas unidimensionnel. Il possède une profondeur qui le rend très intéressant. Son passé, sa relation avec Geto, ses motivations et sa personnalité complexe suscitent la curiosité et l'engagement des spectateurs. En fait, c'est simple. Gojo est au cœur de toutes les conversations. Les ennemis l'ont scellé car il était l'ultime espoir du monde. Au même titre qu'un super-héros. Un super-héros, tiens donc. N'est-ce pas le rôle que tient Naruto en intervenant dans un Konoha en ruine face à Pain? N'est-ce pas ce que représente Ichigo pour la Soul Society, qui comprend pourtant des guerriers de plusieurs siècles d'existence? N'est-ce pas le rôle d'Asta, qui est souvent considéré comme le dernier espoir? Je pense que vous avez compris l'idée. En fait, Yuji ne gagne pas en force par des pouvoirs accrus ou des transformations incessantes. Au lieu de cela, sa croissance est le résultat d'un apprentissage continu face à des épreuves et des adversités. Par exemple, lorsqu'il rencontre pour la première fois un fléau, Yuji choisit de sauver son ami au péril de sa vie, illustrant un courage et une détermination qui définiront son parcours tout au long de la série. Cet acte, plutôt que de lui conférer immédiatement une grande puissance, le lance dans un voyage d'apprentissage sur lui-même et le monde des exorcistes. De même, sa relation avec Sukuna, l'esprit maléfique qui réside en lui, n'est pas une source de puissance instantanée, mais plutôt un défi constant qui teste sa volonté et son intégrité morale. Au lieu de céder à la facilité de laisser Sukuna prendre le contrôle lors des combats difficiles, Yuji lutte sans cesse pour maintenir sa propre identité et ses convictions, renforçant ainsi son caractère. Sa compréhension intuitive et profonde de l'âme joue un rôle crucial dans cette volonté. Cette capacité qu'il a à percevoir et à réagir aux subtilités de l'âme n'est pas seulement une compétence technique, mais reflète une sensibilité et une maturité exceptionnelles pour un personnage de son âge. Il reconnaît que céder à Sukuna signifierait perdre son humanité et bafouer les principes qu'il chérit, comme la protection des innocents et la lutte contre le mal. On s'en rend compte très bien lors du massacre à Shibuya. Même s'il n'est pas directement responsable des dégâts collatéraux causés à la ville, Yuji se sent impuissant et responsable de la mort de tous ses civils. Cette lutte est également un élément central de son développement de personnage, car elle le force à se confronter non seulement à des ennemis extérieurs, mais aussi à ses propres peurs et tentations intérieures. Le combat de Yuji contre Mahito est un autre exemple poignant. Ce n'est pas seulement une bataille physique, mais surtout un affrontement idéologique, où Yuji est confronté aux réalités cruelles de la mort et de la souffrance. Son choix de continuer à combattre malgré ses révélations démontre une maturité et une profondeur émotionnelle qui vont au-delà d'une simple montée en puissance. Et oui, car c'est indubitablement ce combat qui fait prendre conscience à Yuji qu'il doit changer sa vision du monde. Au cours de ce combat, Yuji est confronté non seulement à un ennemi redoutable en termes de puissance, mais aussi à un adversaire qui défie ses convictions morales les plus profondes. Mahito, avec sa capacité à manipuler les âmes, représente une menace qui va au-delà du physique, touchant à l'essence même de l'humanité. Mahito est le miroir de l'âme humaine. Il incarne la dure réalité des choses. Cela force Yuji à réfléchir non seulement sur la nature de son propre pouvoir, mais aussi sur la valeur de la vie humaine. Celui qui sauve des vies sans réfléchir est confronté à celui qui ôte des vies sans réfléchir. Ce combat devient personnel et émotionnellement chargé pour Yuji, en particulier après que Mahito soit responsable de la déchéance de ses amis. Non seulement il a transformé Junpei en fléau, mais a de plus tué Nanami et Nobara. Tout ça devant ses yeux. Yuji est témoin des conséquences directes de la cruauté et de l'humanité, ce qui intensifie sa détermination à combattre et à protéger les autres. Ce moment est crucial car il illustre la transition de Yuji d'un combattant motivé principalement par ses responsabilités en tant qu'exorciste et de lutter contre l'injustice à un individu motivé par un désir profond de protéger les autres. La perte de ses amis et l'affrontement avec Mahito conduisent Yuji à une prise de conscience douloureuse. La réalité de la mort et de la perte dans le monde des exorcistes. Cette réalisation provoque une croissance significative chez lui, le poussant à réfléchir sur la signification de sa force et sur la manière dont il doit l'utiliser. Il comprend que sa lutte n'est pas seulement contre des ennemis physiques, mais aussi contre des aspects sombres de l'existence humaine. Et quand il prend conscience de tout ça, que les rôles s'inversent. Le lapin, autrefois craintif, devient le loup, et celui qui chassait se fait chasser. Plus de pitié, plus de remords. Attention, jeune exorciste. À partir de là, ça va spoiler la suite du manga. C'est à tes risques et périls. Si bien qu'il va radicalement changer de comportement pour éviter de blesser les autres. Dans l'arc suivant, Yuji voit ses croyances antérieures s'effondrer, le conduisant à douter de sa propre valeur et de son droit de vivre. La découverte que Yuta l'a ramené à la vie le frappe durement, mais se le rappelle par Megumi de son objectif initial, sauver les gens, qui lui permet de se ressaisir. Megumi lui rappelant très justement qu'ils ne sont pas des justiciers, mais des exorcistes. Ils ne sont pas là pour jouer les Superman. Après quoi, Yuji redéfinira son rôle en tant que simple rouage parmi tant d'autres. Et perso, je trouve cette définition très pertinente.
très réaliste. Yuji n'a pas un destin plus grand qu'un autre. Il est comme n'importe qui, utile à la cause, comme chacun d'entre nous en fait, mais c'est tout. Il ne se voit pas comme l'élu, comme l'ultime héros d'une saga. En vérité, Yuji est extraordinairement ordinaire, et c'est depuis qu'il en est conscient que la détermination brûle en lui. Dans un effort désespéré, Yuji se concentre exclusivement sur le sauvetage de Megumi en libérant sa sœur Tsumiki de la traque mortelle. Sa rencontre avec Higuruma révèle qu'il se sent toujours coupable des morts à Shibuya, croyant mériter la mort. Cependant, Higuruma le rassure en affirmant que les actions de Sukuna ne sont pas de sa faute. Mais ça ne change rien, Yuji lui se sent responsable car il est trop faible. Par la suite, il est révélé que l'ange ne libérera Gojo qu'après la mort de Sukuna, ce qui renforce la résolution de Yuji de mourir. Il repense même à sa première mort dans la série, défiant le roi des fléaux en déclarant qu'il n'a pas le courage de se suicider. Si la souffrance et le poids des pertes n'est pas quelque chose d'unique dans les shonen, elle est toutefois traitée différemment. Tanjiro de Demon Slayer, malgré la tragédie de sa famille, conserve une constance émotionnelle remarquable. Il reste extrêmement bienveillant et ne manifeste de la colère que lorsqu'il défend ceux qu'il aime, comme le montrent ses confrontations avec Akaza et Muzan. Yuji, quant à lui, subit une transformation profonde suite à ses expériences traumatisantes. Durant la traque meurtrière, ses émotions positives se font rares, se concentrant plutôt sur le rôle qu'il doit tenir et rien d'autre. Son approche du trauma est plus réaliste, reflétant une évolution psychologique plus authentique en réponse aux événements vécus. À côté de ça, Luffy présente une réaction différente face au traumatisme. La mort d'Ace le détruit complètement, le laissant inconscient pendant des semaines. Contrairement à Yuji, Luffy exprime rarement de la tristesse, sa réaction à la mort d'Ace étant une exception significative. Cela souligne la rareté avec laquelle Luffy montre une vulnérabilité émotionnelle. La différence majeure dans ce cas précis réside dans le soutien dont bénéficie Luffy. Malgré ses épreuves, il peut toujours compter sur les chapeaux de paille. Yuji, en revanche, semble avoir tout perdu. Gojo est scellé, Nobara est laissée pour morte, et Megumi possédée par Sukuna. Cette solitude contraste fortement avec la solidarité et le soutien dont jouit Luffy, soulignant les différents mécanismes face au traumatisme dans leur univers. Naruto fait également face à des pertes dévastatrices, comme la mort de son mentor et figure paternelle, Jiraiya. Cette épreuve est extrêmement difficile pour lui, mais il trouve du réconfort auprès d'Iruka, qui joue un rôle crucial dans son rétablissement émotionnel. Plus tard, c'est Shikamaru qui aide Naruto à clarifier son véritable objectif et sa voie à suivre. Même lors de la 4e Grande Guerre Ninja, face à la perte tragique de Neji, Hinata est présente pour soutenir Naruto. En réalité, Naruto bénéficie d'un solide réseau de soutien. Il a toujours Kakashi, Sakura, ses amis et de manière plus large, l'appui de tout le village de Konoha. La quête de Yuji, qui, ponctuée d'épreuves et de réflexions, peut être interprétée à travers le prisme du bouddhisme, notamment dans sa recherche d'une compréhension plus profonde de la vie et de son propre rôle dans le monde. Cette quête spirituelle pourrait symboliquement le mener vers un éveil ou nirvana où il atteindrait une compréhension et une paix intérieure. Dans le bouddhisme, le chemin vers l'éveil implique souvent la confrontation et la compréhension de la souffrance. Pour Yuji, cela se traduit par ses confrontations avec des entités maléfiques et ses dilemmes moraux. Ces expériences pourraient le mener à une prise de conscience plus profonde de la nature impermanente et interconnectée de l'existence, une idée clé dans le bouddhisme. Ainsi, il faut bien comprendre que la volonté de l'auteur n'est pas de dépeindre Yuji comme une machine de guerre. Sa croissance ne se trouve pas dans les démonstrations de force spectaculaires ou les transformations éblouissantes, mais plutôt dans la capacité de Yuji à naviguer dans un monde complexe, dangereux et rempli de mystères. Son développement tout au long de la série, marqué par des moments de vulnérabilité, de douleur et de croissance personnelle, démontre que la force d'un personnage peut aussi résider dans son humanité, sa compassion et sa détermination face à l'adversité. En fait, je pense qu'il faut apprendre à reconnaître et à valoriser une forme de puissance plus subtile et plus profonde dans les shonen, celle qui émane de la capacité à surmonter les défis personnels, à apprendre de ses erreurs et à grandir face à l'inconnu. Quoi? Quel est mon record personnel? 4 rayons noirs. Pas de quoi se vanter, c'est une question de chance. Rayon noir! Rayon noir! Rayon noir! Aucune illusion. Si tu choisis de m'aider, tu vas assister à des scènes abominables. J est atypique. Il est complètement barge. Il s'est jeté dessus à main nue pour le tuer. Il n'a même pas eu l'ombre d'une hésitation. C'est impressionnant. Ce gamin possède une force surhumaine. Sa première attaque n'a pas tant d'énergie que ça. Mais elle est déjà 20% plus puissante que la moyenne des autres. Là encore de la marge. Le jour où il maîtrisera aussi bien sa force occulte que ses capacités physiques, ce garçon sera redoutable. Comme je te le disais, si t'étais pas intervenu, je serais mort à coup sûr.
De la même façon, il y aura de nombreuses personnes qui auront besoin de toi à l'avenir. Ta vie a changé pour toujours, Yuji. T'es devenu un exorciste à part entière. Eh ben, je dirais que j'aime les filles plutôt grandes avec de bonnes grosses fesses. Ça me plaît bien.